Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons des actualités assez intéressantes cette semaine-ci, notamment évidemment l'annonce des iPhone 15 d'Apple, mais on a aussi l'iPhone 12 qui pourrait être banni en France. Ça c'est une news assez étrange, mais ça pourra arriver. Nous avons aussi un énorme drama au niveau de Unity, qui est le moteur de rendu utilisé par pas mal de jeux, y compris des jeux mobiles. Un énorme drama ici. Nous avons aussi des news au niveau processeur graphique en tout genre, et même des news au niveau smartphone. Donc il y en a pour tout le monde. Vous avez une table des matières dans la description, ainsi que sur la barre de lecture. Commençons tout de suite. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par encore Ugreen. Un grand merci à eux de soutenir la chaîne. Alors vous avez pu voir le chargeur Nexode Ugreen de 65 watts, 45 watts ou même 140 watts. Mais si vous avez besoin de plus, ils ont sorti maintenant un chargeur de 300 watts. Celui-ci est équipé de 5 ports, 4 sont USB Type C, dont un peut atteindre 140 watts de charge, donc il est fait pour les MacBook Pro 16 pouces. Le deuxième et le troisième peuvent charger jusqu'à 100 watts, donc parfait pour un ordinateur portable. Et le dernier USB Type C, lui, peut faire du 45 watts, donc parfait pour votre smartphone, par exemple Samsung, qui supporte 45 watts maximum. Et enfin, pour la compatibilité, vous avez aussi un USB Type A, qui lui supporte la charge 22,5 watts, donc parfait pour une smartwatch ou une souris ou un clavier sur votre bureau. C'est d'ailleurs sur le bureau que trouve sa place ce chargeur. Il a des petits pieds en caoutchouc pour ne pas glisser, comme ça vous pourrez brancher facilement. Il a aussi une rallonge que vous pourrez brancher directement dans votre multiprise, et donc vous pourrez le mettre juste à côté de tous vos appareils, votre ordinateur portable qui charge à 140 watts, votre téléphone qui charge même jusqu'à 65 watts, et vous aurez encore 100 watts d'énergie pour tout autre appareil comme une souris sans fil et autres, votre smartwatch, n'importe quoi. Et en plus, évidemment, il utilise la technologie au gallium qui permet d'avoir un chargeur plus compact, beaucoup plus sûr aussi et qui chauffe moins. Et en plus, Ugreen vous inclut un câble USB Type C qui peut charger jusqu'à 240 watts. Il n'y a aucun appareil encore qui peut utiliser ces 240 watts, mais il y aura très bientôt dans le futur, donc c'est bien d'avoir un câble qui le supporte. Du coup, n'hésitez pas à découvrir ce chargeur Nexode 300 watts et le reste de la gamme Nexode si vous voulez un plus petit chargeur notamment. Encore merci à Ugreen et passons au reste de ce Texama Show. La première news de la semaine qui a fait pas mal parler d'elle, c'est le fait que les développeurs de Unity, un moteur de rendu de jeux vidéo, un petit peu comme Unreal Engine, qui est très populaire, ont changé, ou plutôt vont changer leurs conditions d'utilisation pour les développeurs. Donc c'est évidemment utilisé par pas mal de jeux, et jusqu'à maintenant c'était relativement peu cher d'utiliser Unity, au point même que beaucoup de jeux mobiles et sur PC l'utilisent. Eh bien ça va changer, parce que justement les développeurs de Unity vont justement rajouter plus de conditions, et la plus grosse condition qui va vraiment faire mal à beaucoup de développeurs, c'est le fait que pour chaque téléchargement de votre jeu, à partir de ce changement-là, pour chaque téléchargement, vous devrez payer 20 centimes si vous utilisez Unity dans votre jeu. Donc, imaginez un jeu free-to-play qui a peut-être 10 000 téléchargements par mois. Eh bien, ce sera 10 000 fois 20 centimes, ce qui peut représenter énormément d'argent pour un jeu qui... Des fois, les jeux free-to-play ne rapportent pas beaucoup. Même chose avec les développeurs de jeux indés, qui des fois ont des jeux pas très chers, 10 euros, 15 euros, et qui ont très peu de marge. Eh bien, eux aussi devront payer 20 centimes par téléchargement. Et il semble avoir aussi des exploits, notamment le fait que si je télécharge un jeu et que je le désinstalle et que je le réinstalle, ça compte comme 2 installations, donc 40 centimes. Donc imaginez le problème si des gens s'amusent à troller un jeu free-to-play et ils le téléchargent, ils le suppriment, ils le téléchargent, ils le suppriment, ils le font en boucle avec des bots pour essayer de justement foutre en l'air le jeu, basiquement, pour leur faire payer tout ça. Donc, il y a énormément de problèmes avec ces changements-là de conditions. C'est juste abusé, c'est bien pensé à ce qu'a fait Reddit. Bah, Reddit, c'était pire, mais ce qu'a fait Reddit avec leur application tierce, c'est juste... on a vraiment l'impression qu'ils veulent tuer le marché Unity, en fait. Alors, il y a encore plus derrière, il y a plus de conditions qui sont vraiment cheloues, mais le pire là-dedans, c'est que, par exemple, le CEO de Unity, qui était CEO de EA avant, donc, ma foi, on sait d'où ça vient, son skill, a vendu plein d'actions Unity juste avant cette annonce publique. Et ça, pour information, c'est illégal. Ça s'appelle du insider trading, en tout cas aux États-Unis. Et c'est basiquement, vous recevez une information comme quoi il va y avoir une mauvaise nouvelle. Par exemple, Apple a une mauvaise nouvelle qu'ils vont devoir peut-être, j'invente, justement, en réalité, ça pourrait arriver, mais ils vont devoir
réappeler ou plutôt ramener ou rechanger ou corriger tous les iPhone 12 en France. Mais ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça pourrait coûter beaucoup d'argent à Apple. Eh bien, l'insider trading, ce serait que j'ai l'information comme quoi Apple va devoir le faire avant que ce soit public et je vends toutes mes actions parce que je sais qu'elle va chuter mon action. Et puis après, quand l'action reprend, enfin quand elle est au plus bas, je peux aussi en racheter. Et comme ça, j'ai toujours le même nombre d'actions, mais j'ai de l'argent en plus. C'est du insider trading. Et le CEO en est responsable. Et apparemment, la plupart des gens qui sont dans le top management de Unity, beaucoup de gens aussi qui sont sur des gros actionnaires, auraient justement vendu des actions dans les derniers mois, justement, peut-être en prévision de ça. Donc il semble y avoir beaucoup de choses très cheloues et très peu réglementaires, on va dire ici. Donc ouais, Unity, pour info, est vraiment utilisé par beaucoup de jeux, je ne le savais même pas. Vous avez par exemple Beat Saber, très populaire, Monument Valley, vous avez Return of the Obra Dinn, je ne connais pas, Hollow Knight, qui est un jeu excellent, utilise Unity apparemment, je ne le savais même pas, Rimworld, Subnautica, Death Door, vous avez Gunfire Reborn, Pokémon Go. Là, ça va coûter cher par contre. City Skyline, et vous avez City Skyline 2 qui sort bientôt, et je me demande, est-ce qu'ils utilisent toujours Unity pour le 2? J'espère pas. Rust, ça aussi très populaire, et c'est un jeu... Est-ce qu'il est free-to-play, Rust? Il me semble. Je sais même plus. Vous avez Far, My Friend Pedro, Hearthstone, Escape Plan, FE, Ori and the Blind Forest, très populaire aussi, Pillar of Eternity, très populaire aussi, et Cuphead. Donc ouais, en tout cas, selon cette liste-là, je ne sais pas si ça se confirme. Peut-être certains développeurs ont changé de moteur de rendu depuis. Mais il y a beaucoup de jeux qui utilisent Unity. Et il y a même une version mobile, donc il y a beaucoup de jeux mobiles. Donc ouais, basiquement, c'est une très mauvaise nouvelle pour beaucoup de développeurs. C'est une très mauvaise nouvelle pour vous aussi, les gens, parce que ça veut peut-être dire que certains de ces jeux vont juste être retirés de la vente. Il y a certains développeurs qui ont indiqué qu'ils retireraient leurs jeux de la vente quand ce serait mis en place parce que ils peuvent tout simplement pas payer 20 centimes par installation. Et donc, oui, c'est extrêmement mauvais. Et ça me paraît, là, vous avez justement les modes d'un développeur qui dit que s'il gagne 200 000 dollars pour toutes les installations, il fait un jeu premium, ou freemium plutôt, voilà, vous pouvez l'installer gratuitement et puis vous pouvez acheter des trucs dedans. S'il gagne 200 000 dollars pour 3 millions de fois que ça a été installé, et bien maintenant il devra payer 20 centimes pour 2,8 millions d'installations, donc 560 000 dollars, ce qui est 360 000 dollars de plus que ce qu'ils ont fait comme argent. Donc ça, c'est des vrais chiffres. C'est vraiment ce qu'ils ont fait d'argent, apparemment, avec 3 millions de téléchargements. Donc en gros, eux, ils seraient dans le rouge, quoi. Donc, ouais, et il y a d'autres développeurs qui en ont parlé. Donc, basiquement, très mauvaise chose. Et j'espère, mais je n'y crois pas trop que ça va revenir en arrière, mais j'y crois pas trop. Si vous êtes développeur et que vous allez commencer à utiliser Unity, je vous recommanderais fortement de ne plus l'utiliser, honnêtement. Ensuite, une autre grosse news, c'est le fait que Apple a des problèmes avec la France, et en particulier avec l'iPhone 12. Donc, vous avez un organisme en France qui s'appelle l'ANFR, qui a pour but de justement vérifier si, par exemple, les constructeurs de smartphones respectent les valeurs de DAS. Le DAS, c'est un indice qui vous permet de savoir la quantité de pollution d'ondes électromagnétiques qu'émettent un appareil électrique, par exemple un smartphone. Du coup, pour information, normalement, le DAS Tron peut être de maximum 2 watts par kilogramme. Et là, ils ont fait des mesures sur, il me semble que c'était plus de 160 iPhones, un truc dans le genre. Ils ont découvert que le DAS de l'iPhone 12 en particulier était de 5,74 watts par kilogramme. Et c'était le DAS Tron. Je ne sais pas ce que c'est le DAS Tron. Mais basiquement, plus de 2 fois la valeur légale maximum autorisée. Ce qui n'est pas bon. Si c'était juste un peu au-dessus, ok, mais là c'est x2. Donc là, Apple aurait une solution, c'est que déjà, il faut le savoir, au niveau légal, la France n'est pas contente et veut forcer Apple à carrément peut-être renvoyer tout, enfin forcer les gens à renvoyer leur iPhone 12 pour que ce soit corrigé. Apple aurait une solution un peu à l'arrache qui serait de faire une mise à jour logicielle pour limiter peut-être même la puissance des antennes 4G de votre iPhone 12 pour éviter d'émettre trop de DAS. Donc ça veut dire que peut-être votre iPhone pourrait être plus lent au niveau connexion ou avoir plus de mal à se connecter à des réseaux parce qu'il émet moins d'ondes, donc il a plus de mal à communiquer avec les tours.
Donc ça pourrait être mauvais pour le consommateur. Et puis ça pourrait être mauvais pour Apple. Parce que si cette mise à jour ne suffit pas à limiter le DAS et que cet organisme et la France n'est pas contente, ça pourrait leur coûter cher. En parlant de respecter la loi, nous avons aussi le fait que Apple a fait son événement où ils ont présenté leur nouveau iPhone, les iPhone 15. Et du coup, tous les iPhones maintenant sont équipés, en tout cas les iPhone 15, sont équipés d'USB Type C. Parce que Apple a pris les devants sur une loi européenne qui arrive en 2014 qui forcera justement la plupart des constructeurs d'électronique un peu comme smartphone et tout, à mettre de l'USB Type C sur leurs appareils. Donc là, ils ont été forcés. C'est assez étonnant qu'ils l'ont fait un an à l'avance au final, parce qu'ils auraient pu clairement attendre l'année prochaine, mais bon, c'est du coup actif, et du coup, oui, la chose que je m'attendais à jamais voir, des iPhones avec un port USB Type C. C'est certainement peut-être même la plus grosse différence par rapport aux anciens iPhones. On va en parler. Alors commençons justement par les iPhone 15 de base, les 15 et 15 Plus, qui sont leurs iPhones un peu moins chers, non Pro. Du coup là, la grosse nouveauté, c'est le fait que basiquement, c'est un petit peu comme ils ont fait avec l'iPhone 14. Les iPhone 15 rattrapent ce qui a été mis dans les iPhone 14 Pro. Donc ils sont basiquement très similaires, sauf qu'ils ont un capteur photo en moins. Donc ils ont la même caméra principale, ils ont maintenant le Dynamic Island qui arrive sur l'iPhone de base, ils ont aussi un petit changement de design, vous pouvez voir que le rail latéral de l'iPhone est toujours plat, mais maintenant il est un petit peu courbé sur le côté, donc on revient en arrière là-dessus, donc ça c'est assez étonnant. Nous avons aussi le bouton de mute qui est juste ici, qui a changé. Donc maintenant, c'est un bouton pour information un petit peu programmable. Par défaut, il fait toujours la même chose, mais vous pourrez rajouter un raccourci, peut-être lancer la caméra directement, ce genre de choses. Vous pourrez même faire des raccourcis Siri, donc vous pourrez vraiment faire n'importe quoi avec. Donc ça, c'est plutôt cool en réalité, j'aime assez bien ça. Mais globalement, oui, ça rattrape ce qui a été introduit sur l'iPhone 14, les iPhone 14 Pro, y compris la puce A16 qui est dedans maintenant. Donc ça, c'est un petit peu particulier. C'est un peu comme l'iPhone 14. Le truc, c'est que vous pourriez acheter un iPhone 14 Pro de l'année dernière et avoir plus, en fait. Alors, vous n'auriez pas le nouveau bouton de mute, ce qui peut être un désavantage pour certains, mais vous auriez, du coup, le Dynamic Island, donc cette notch, ou plutôt ce punch hole dans l'écran. Vous auriez la puce A16, mais vous auriez un capteur de photo de plus, par contre. Donc, vous auriez de meilleures capacités photo. Et vous auriez l'ancien design avec des rails un petit peu plus, justement, moins courbés. Et ça, peut-être certaines personnes préféraient. Donc vraiment, il y a un cas à regarder si vous vous êtes intéressé par cet iPhone 15, vous dire, est-ce que peut-être je ne pourrais pas prendre un iPhone 14 Pro à la place? Parce que j'aurais basiquement la même chose, et même plus sur certains points. Donc, discutable, dirons-nous. Mais bon, évidemment, encore une fois, le plus gros changement, et c'est ça que j'en reviens, c'est l'USB Type C. Et c'est pour ça que pour moi, pour en tout cas la plupart des gens qui prennent l'iPhone de base, ça va être certainement la chose qui les pousse vers cet iPhone s'ils étaient embêtés par le port Lightning. Après, peut-être que certaines personnes ont beaucoup d'accessoires Lightning et vont peut-être préférer justement prendre un iPhone 14 Pro de l'année dernière. L'écran aussi a été mis à jour, il est plus lumineux maintenant. Donc ça, c'est un avantage si vous l'utilisez en extérieur, parce que je peux vous dire que des fois, ça aide énormément. Et vous avez évidemment la dernière version d'iOS qui apportera son lot de nouveautés. Mais ça, c'est sur tous les iPhones depuis plusieurs années qui seront mis à jour de toute façon. Ensuite, nous avons les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Pas de 15 Pro Ultra ou de 15 Ultra d'ailleurs. Il y a des gens qui s'attendaient à ce que ça arrive. Il y avait des rumeurs là-dessus. Peut-être pas. Ou peut-être, on va en parler. Du coup, là aussi, basiquement, un petit peu le même genre de changement, l'USB Type C, l'écran aussi est plus lumineux aussi sur celui-là, les rails sont un petit peu courbés, mais aussi, maintenant, les rails sur le côté du smartphone et le châssis de manière générale est un alliage entre le titane et l'aluminium, donc c'est basiquement du titane sur l'extérieur, et puis vous avez le châssis intérieur qui est en aluminium pour sauver en poids et aussi en coût certainement, parce que le titane ça coûte assez cher. Il y a aussi un look brossé qui rappelle les anciens, je sais même plus, ça fait combien d'années que les iPhones avaient un look brossé comme ça, mais ça fait un petit moment. Et on a toujours 3 capteurs photo principaux, comme vous pouvez voir. Il y a des changements toutefois. Le capteur principal de 48 mégapixels a été update apparemment. Il est encore un peu plus grand. Ok. Donc ça devrait apporter un peu plus de lumière. Et sur l'iPhone 15 Pro Max, pas le 15 Pro normal, le 15 Pro Max, le téléobjectif qui était en x3 normalement et qui est toujours en x3 sur le Pro normal, non max,
est maintenant un x5. Ils utilisent du coup une caméra périscope. Il n'y a pas d'image ici, mais vous avez une caméra périscope qui utilise des prismes, contrairement à par exemple ce que fait Samsung où c'est juste genre une sorte de miroir et ça renvoie. Ils utilisent des prismes assez compacts pour faire justement une caméra périscope et toujours garder un capteur assez grand. Donc ça, c'est en réalité une technologie très intéressante qui devrait donner des bons résultats. Maintenant, personnellement, j'attendais justement les iPhones pour voir peut-être si je repasserais un iPhone. J'avais un iPhone 11 pour info. Et j'attendais justement de voir si peut-être ils allaient faire quelque chose au niveau des capteurs photo. Moi, j'aurais espéré qu'ils rajoutent un quatrième capteur photo, un petit peu comme le fait Samsung, parce que pour moi, le setup photo parfait, c'est vraiment, vous avez un capteur ultra grand angle, vous avez le grand angle normal, le plus gros possible, comme ça il a un maximum de lumière, c'est celui qui vous donne les meilleures photos et c'est celui que vous utiliserez le plus. Ensuite, vous pouvez aussi ici cropper sur ce capteur principal pour faire du x2, donc ça c'est plutôt cool, ça permet de faire un petit effet. Et puis vous pourrez avoir un capteur juste téléphoto en x3, donc là c'est parfait pour les portraits. Le x3, il faut le savoir, ça vous donne à peu près du 50 mm, c'est équivalent 50 mm sur un appareil photo full frame, et c'est parfait pour faire des portraits. Et du coup, celui-là, s'il est aussi, si vous utilisez un capteur assez bon qui a pas mal de mégapixels, vous pourriez cropper dessus pour peut-être faire du x4, voire même du x5. Et puis après, on pourrait rajouter un capteur téléphoto périscope qui lui serait, pour moi, le parfait en fait, ce serait un x8. Samsung fait du x10, mais x10, c'est pas forcément utile, je trouve. x8 serait plus utile. Et s'il était suffisamment haute résolution, on pourrait cropper dessus et faire du x10 aussi en réalité. Ça, ce serait pour moi le setup photo parfait. Ici, mais le truc c'est que comme ils sont passés à du x5, mais on n'a plus le x3, ben, genre c'est une upgrade sans être une upgrade, donc je suis pas convaincu. Ils ont montré aussi, ça se voit ici, tous les modes photo en quelque sorte que vous pouvez avoir, donc macros avec l'ultra grand angle, si vous mettez très proche, vous avez du 13 mm, donc c'est l'ultra grand angle, 24 mm c'est le nouveau capteur principal, qui est techniquement d'ailleurs un peu plus grand angle, il faut le savoir, donc c'est pour ça, 24 mm. Avant il était techniquement équivalent 28 mm, donc ils ont mis un mode où vous pouvez cliquer sur le bouton pour remettre en 28 mm, un mode 35 mm qui utilise toujours le capteur principal, ça c'est très populaire aussi, un mode 48 mm, je pense que ça utilise un crop encore plus gros justement sur le capteur principal, et donc ça ce serait l'équivalent du x3 justement, mais ou x2, x3, mais le truc c'est que là c'est un énorme crop, donc vous allez forcément perdre en qualité. C'est pas vous n'utilisez pas tout le capteur pour ça, donc ça c'est dommage. Et puis le x5 donnerait du 120 mm. Donc c'est aussi très populaire pour faire des portraits le 120 mm, mais je peux vous le dire, 120 mm, si vous êtes dans une pièce avec une autre personne et que vous voulez prendre un portrait de cette personne, ce qui pourrait arriver souvent, 120 mm vous allez sortir, vous allez aller dans la pièce d'à côté. Donc pas forcément utile pour un téléphone selon moi. Ou en tout cas, bien de l'avoir, mais aussi le x3, quoi. Donc, pas convaincu personnellement par le setup photo. Et c'est quelque chose que je m'en rends compte de plus en plus personnellement. Je m'en fiche de la puissance du téléphone, je m'en fiche de beaucoup de choses. Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est la durée de vie de la batterie, qu'il soit fluide évidemment, mais il n'a pas besoin d'être le plus puissant, et surtout les photos. Je veux qu'il fasse des bonnes photos parce que ça tient dans votre poche, vous l'avez toujours avec vous, il se passe quelque chose ou il y a n'importe quoi que vous voulez prendre en photo, il est là, quoi. Et donc, s'il est bon, votre téléphone, pour prendre des photos, vous avez des bonnes photos derrière, quoi. Et ça fait plaisir. J'ai un appareil photo. C'est cool hein, d'avoir un appareil photo, mais ça prend tellement de place, vous le gardez pas toujours sur vous, en fait. Et c'est pas pratique. Donc, ouais, je le prends seulement quand je sais que je vais avoir l'occasion de prendre des belles photos. Mais des fois, je vais être en mode, je vais aller quelque part et puis je vais me dire, oh, il y a un magnifique coucher de soleil, j'aimerais prendre une photo. J'ai pas mon appareil, mais heureusement j'ai le téléphone, quoi. Donc pour moi, les téléphones, vraiment, plus le temps passe, plus je me dis, peu importe la puissance en fait, je veux des bonnes photos. Et je pense que même si vous vous préoccupez pas trop de la qualité des photos, c'est peut-être parce que vous n'y avez pas goûté en fait. Ça fait vraiment plaisir de prendre une photo avec un téléphone et de vous dire, oh c'est une belle photo. Franchement, il a fait un bon travail, quoi. Et comme ça, vous gardez des meilleurs souvenirs de certains événements, des mariages, des anniversaires, la première fois que votre enfant a peut-être fait des pas. Bon, j'ai pas d'enfant, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont dans ce cas-là.
Peut-être certaines personnes auraient rêvé d'avoir un très bon smartphone quand leurs enfants ont fait leur premier pas pour avoir juste des bonnes images de ça, quoi. Donc oui, pour moi, la photo devient vraiment un des piliers principaux des smartphones, et même, c'était déjà le cas, mais là, ça devient vraiment le pilier principal même d'un smartphone. Enfin bref. Ils ont aussi du coup update pour information la puce à l'intérieur. On a une puce A17 Pro. Donc ça, c'était un peu surprenant parce que normalement, ça devrait être A17. Pourquoi A17 Pro? Qui serait 10% plus rapide. Elle a deux grands cœurs principaux haute performance, 4 cœurs haute efficacité énergétique. Le GPU est beaucoup plus gros aussi, il serait jusqu'à 30% plus performant, donc ça c'est plutôt cool. Et vous avez aussi au-dessus à droite, il me semble, un nouveau contrôleur USB 3.0 parce que, oui, voilà, l'iPhone 15 de base utilise l'USB type C, mais c'est en USB 2.0, donc très lent, comme les anciens iPhones en Lightning. Le nouveau iPhone Pro, lui, utilise ce contrôleur USB 3.0, il vous donne jusqu'à 10 gigabits de bande passante quand vous le branchez. Donc à peu près comme tous les smartphones, il me semble, maintenant, en tout cas haut de gamme en USB type C. Mais par contre, vous avez aussi la possibilité d'enregistrer, si vous faites de la vidéo, en ProRes notamment, vous pouvez enregistrer directement sur un SSD externe. Donc ça, c'est vraiment cool en vrai. Il y a certaines personnes qui utilisent des iPhones pour la production vidéo, ou des fois c'est juste plus pratique. En fait, c'est très petit, c'est compact, ça donne quand même une suffisamment bonne qualité. Eh bien pour eux, ils pourraient juste avoir un petit SSD accroché derrière et tout simplement le brancher en USB type C. Et hop, c'est parti. Ils ont beaucoup plus de stockage. Ils peuvent aussi facilement le brancher à un PC pour retirer les rushs. C'est juste bien meilleur. Donc ça, c'est un bon truc en vrai. Mais il y a certaines personnes qui s'attendaient à du Thunderbolt 4, forcément, vu que toutes les puces M1, M2 et tout ça on supporte. Il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à du Thunderbolt 4 et du coup avoir encore plus de vitesse, c'est jusqu'à 40 gigabits. Mais bon, ça je pense honnêtement qu'ils le réservent pour un prochain futur iPhone Pro. Du coup, justement, on en revient. Il y a une puce A17 Pro. Il y avait des rumeurs d'un iPhone 15 Ultra. Ils ont fait ça avec leur smartwatch. Ils ont fait une version Ultra. On voit aussi que les puces M1, vous avez les puces M1, M1 Max, M2. Non, j'ai oublié une. Donc vous avez les puces donc M2, M2 Pro, M2 Max. Et c'était la même chose avec les M1. Donc M1, M1 Pro et M1 Max. Et puis vous aviez évidemment, ils ont ressorti aussi après une version M1 Ultra et aussi une version M2 Ultra maintenant. Donc il y a un petit peu la logique de version Pro, version Max, version Ultra. Et du coup, mais s'il y a une puce A17 Pro, il pourrait y avoir une puce A17 Max. Et cette puce A17 Max pourrait être mise dans un iPhone 15 Ultra. C'est tout à fait possible. Ou alors, c'est peut-être pour l'année prochaine, ça aussi je le prédis, peut-être que l'année prochaine, l'iPhone 16 de base, au lieu d'utiliser la puce A17 Pro, utilisera une puce A17, qui est plus facile à fabriquer. À mon avis, un truc dans le genre, tout à fait probable. C'est soit ça, ou c'est soit, oui, il y a peut-être une puce A17 Max qui est prévue, qui serait dans un iPhone 15 Ultra. Et peut-être que cet iPhone 15 Ultra n'arrive pas tout de suite parce que peut-être que Apple se dit, hey, si on garde la rumeur comme quoi ça pourra arriver, enfin, si on fait croire aux gens que ça pourra arriver, mais pas totalement, il y en a qui vont acheter quand même des iPhone 15 Pro, et puis 6 mois plus tard, on peut sortir une version Ultra, et là, ils vont racheter un nouvel iPhone parce qu'on va rajouter tellement plus de trucs dessus. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Bref, il y a totalement le marché pour une version Ultra, en tout cas d'un iPhone. C'est Apple. C'est Apple. Ils vendent des ordinateurs qui valent des milliers et des milliers d'euros. Ils ont des MacBook Pro qui vont à plus de 6 000, 7 000 euros. Pourquoi ils n'auraient pas une version ultra de leur iPhone qui monte à 1 800, pratiquement 2 000 euros? C'est tout à fait probable. Ils ont fait ça avec leur smartwatch, pourquoi pas avec les iPhones? Imagine un iPhone 15 Ultra avec 4 capteurs photo, une puce plus puissante, une plus grosse batterie, un écran qui va peut-être jusqu'à 6,9 pouces, peut-être même 6,8, je sais pas. Ça pourrait totalement exister en fait. Ensuite, nous avons des news sur les nouvelles Apple Watch série 9 qui ont des petites updates assez intéressantes. Déjà, vous avez la nouvelle puce S9 qui est plus efficace au niveau énergétique et plus puissante. J'ai oublié de dire d'ailleurs aussi, mais la puce A17 Pro, la première puce en 3 nanomètres, donc ça c'est plutôt intéressant. Et vous avez aussi la possibilité par exemple de trouver votre iPhone avec les séries 9, parce qu'ils ont mis la même puce
qu'ils ont dans les iPhones justement pour trouver les AirTags. Donc ils l'ont fait pour la smartwatch pour trouver votre iPhone. Donc ça c'est plutôt cool. Donc en plus de pouvoir le faire sonner, ce qui était déjà possible avant, vous pourrez le localiser avec précision. Donc ça c'est vraiment cool. C'est aussi le premier produit Apple qui est 100% neutre au niveau carbone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Globalement, ça veut juste dire que tout ce qui est utilisé dans l'Apple Watch série 9 est recyclé et aussi durable. Donc ils n'utilisent plus par exemple de cuir, il n'y a plus de bracelets en cuir d'ailleurs. Ils utilisent de l'aluminium recyclé, ils recyclent aussi même les métaux rares à l'intérieur de la série 9, donc ça c'est plutôt intéressant. Ils ont aussi des projets en cours où s'ils ne peuvent pas rendre quelque chose neutre, ils compensent derrière, donc ils plantent des forêts, ce genre de choses. Il y en a qui vont dire greenwashing, mais s'ils le font correctement, pour moi, c'est pas vraiment du greenwashing et c'est plutôt intéressant. Après, évidemment, il y a le côté ironique où leurs appareils sont très compliqués à réparer. Donc là, j'ai envie de dire que ce serait encore plus écologique si c'était facile de les réparer. D'ailleurs, vous savez ce qui est le plus écologique à faire? Vraiment? Vous n'achetez pas une nouvelle Apple série 9. Voilà, c'est encore plus écologique parce que du coup, elle sera évitée d'être fabriquée. Il y en a qui vont dire, ouais, ils vont les fabriquer de toute manière. Oui, mais si les smartwatches se vendent mal, ils vont arrêter d'en fabriquer, il y en aura quand même moins qui seront fabriqués. Donc, c'est pas un argument selon moi. Bref, l'écran aussi est beaucoup plus lumineux, 2000 nits, donc ça c'est vraiment bon. Et les nouvelles bandes, justement, vu qu'ils n'en ont plus en cuir, ils ont changé ça. La dernière fonctionnalité vraiment majeure, c'est le fait que maintenant vous pouvez faire comme avec le Vision Pro, un geste comme ça avec votre doigt. Vous pouvez double-cliquer et ça vous permet d'ouvrir l'interface sur un smartwatch. Donc si vous êtes en train de regarder quelque chose, vous pouvez double-cliquer. Si vous avez votre alarme qui sonne, double-cliquez pour la snooze. Donc c'est plutôt cool. Et c'est une bonne upgrade, je dirais. Franchement, les Apple Watch maintenant sont passés vraiment des premières smartwatches qui étaient à franchement les meilleurs en fait. C'est les meilleurs smartwatches que vous pouvez acheter pour une smartwatch globale. Si vous recherchez plus un outil pour traquer votre sport et tout ça, il y a d'autres marques qui font un meilleur travail selon moi. Et du coup, forcément, ils ont aussi annoncé une nouvelle Apple Watch Ultra 2 qui maintenant a un écran jusqu'à 3000 nits, qui est l'écran le plus lumineux chez Apple, pour info. Et elle est pas, il me semble qu'elle est presque neutre au niveau carbone, seulement si vous prenez certains bracelets, voilà, c'était ça. Donc si vous prenez les nouveaux bracelets justement avec un nouveau tissu qu'a développé Apple, ce sera carbone neutre, mais si vous prenez ceux en silicone ou autre chose, ce sera techniquement pas carbone neutre, donc tenez-en compte. Et du coup, oui, elle a les mêmes upgrades, vous avez la puce S9 et les nouveaux gestes en mode tech comme ça. Ces nouveaux gestes d'ailleurs sont seulement possibles sur les nouvelles smartwatches, c'est pas rétroactif sur les anciennes. Et vous pouvez aller jusqu'à 40 mètres de profondeur avec cette nouvelle version Ultra, donc ma foi, ça peut être bien pour ceux qui adorent ça. Et aussi, elle dure plus longtemps au niveau batterie, il me semble jusqu'à 36 heures de batterie. Ensuite, on passe à Google, qui a aussi des news au niveau de leur Pixel 8. Il y a évidemment eu beaucoup de leaks ces derniers mois sur ces smartphones. Comme d'habitude, hein, les smartphones Google on croirait que c'est fait exprès. En réalité, ils sont leak tout le temps et puis Google finit par les annoncer officiellement en disant oh ils arrivent bientôt. Donc le mois prochain normalement on devrait voir arriver les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ainsi que la Pixel Watch 2, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà le nouveau design. Vous pouvez voir que ce sont des images officielles. Nous avons maintenant un nouveau capteur ici. Ce n'est pas un LiDAR, c'est un capteur de température. Donc vous pourrez mettre votre Pixel 8 sur votre front et calculer la température de votre corps. Je sais pas pourquoi. C'est le genre de fonctionnalité qui aurait dû sortir en 2020, vous voyez. Ça aurait été parfait pour 2020 et 2021. Là, je comprends pas trop. Personnellement, vu la place que ça utilise, je suis en mode, hey, vous voyez, le capteur qui est ici photo sur le S22 Ultra et S23 Ultra, et qui est assez petit, pas plus gros que le Flash au final, bon, un peu plus gros quand même, c'est le téléphoto x3. Et du coup, je me dis, hey, Google utilise 3 capteurs photo, pourquoi ne pas mettre un 4e capteur photo plutôt que une sonde de température? Mais bon, bref. Ils font ce qu'ils veulent, je suppose. Nous avons aussi d'autres nouveautés, notamment le fait que, vous ne voyez pas ici, il y avait une autre image où on le voyait mieux en vrai. C'est pas celle-là non plus, c'est celle-là, voilà. Vous avez 3 capteurs ici, vous avez un truc pour le focus, un laser pour le focus, vous avez un microphone, et puis il y avait un dernier capteur, c'était, il me semble, un capteur couleur. Du coup, on a aussi, ça doit être
l'ultra grand angle peut-être. Ça doit être le capteur principal, je suppose. Et ça, c'est le téléphoto. Ceci, on ne sait pas trop ce qu'il y aura dedans, donc on verra bien. Et nous avons aussi une nouvelle puce Tensor G3 qui devra arriver, qui sera update celle-là comparée au Tensor G2 qui était très similaire au Tensor G1. Donc ça utilisera des nouveaux cœurs X3 de chez justement ARM, et du coup ça devrait le mettre au niveau performance similaire à d'autres téléphones haut de gamme de 2023. Donc c'est plutôt cool. Ça devrait être aussi gravé certainement en un meilleur process de gravure, mais bon, on verra bien à ce niveau-là. Dans tous les cas, c'est une upgrade intéressante, mais c'est pas non plus la plus grosse upgrade au monde. On verra ce que ça donnera quoi qu'il arrive. Nous avons aussi la Pixel Watch 2, ça je suis intéressé parce que il n'y a pas beaucoup de bonnes smartwatches sur Android, en tout cas de vrais purs smartwatches. Vous avez des smartwatches vraiment pas chers qui font le job, mais moi je veux une smartwatch complète, un petit peu comme l'Apple Watch, et à part Samsung, il n'y a pas grand-chose. Du coup ici, nous avons une upgrade. La Pixel Watch 1 était plutôt mauvaise, on va être honnête. Donc la Pixel Watch 2 va être upgrade avec un nouveau processeur, le Snapdragon W5, qui est gravé, pour information, il me semble, en... Je sais plus, il est gravé en combien? 4 nanomètres ou peut-être 6 nanomètres, un truc dans le genre. Donc c'est une upgrade en réalité. Mais il faut savoir, il est basé sur une très vieille architecture ARM. Donc même s'il est gravé avec un process très récent, l'architecture dedans date de plus de 12 ans. Donc voilà, pas le plus récent non plus. Mais bon, c'est une smartwatch. Vous n'avez pas besoin d'une méga puissance dans une smartwatch. Donc à voir ce que ça donne à ce niveau-là, mais ça devrait améliorer les performances. La première Pixel Watch, pour information, était sur un vieux processeur Samsung qui datait de 4 ans. Donc ma foi, ça peut pas être plus mauvais. Donc ouais, on verra bien cette smartwatch, mais je suis pas convaincu par la Pixel Watch personnellement, donc yep. J'espère que ce sera meilleur. On a aussi une autre news au niveau appareil mobile. Vous avez Xiaomi, plutôt Redmi, mais Redmi c'est Xiaomi, qui a annoncé une nouvelle tablette. Et vous le savez, j'aime beaucoup les tablettes. Et cette tablette est vraiment pas mal en fait. Donc c'est le Redmi Pad SE. Vous avez 4 Go de RAM, 128 Go de stockage par défaut, 199 €. Et c'est une tablette pour info avec un écran 11 pouces, 90 Hz, une bonne batterie de 8000 mAh, un processeur Snapdragon en 6 nanomètres qui est le 690 si je ne m'abuse, ou 680. Donc c'est pas le meilleur processeur, on va être honnête, c'est clairement du milieu, voire même entrée de gamme, mais ça fait le job. Et puis une qualité de construction qui est plutôt bonne. 4 speakers aussi, genre vraiment... C'est une tablette sur le papier qui est très intéressante. Il y a déjà des tests qui sont sortis et apparemment elle n'est pas trop mal. Encore une fois, niveau processeur, c'est pas le plus puissant, mais si vous regardez les tablettes à 200 balles, il n'y a rien. C'est misérable. Samsung a des tablettes, oui, elles sont pas très loin au niveau puissance, mais surtout, c'est des écrans 60 Hz, beaucoup plus petits, enfin plus petits en tout cas, moins intéressants, et c'est très limité des fois en stockage même aussi. Ouais, les options au niveau tablette à ce prix-là sont juste mauvaises. Donc là, c'est vraiment, ça semble être la meilleure tablette pour le prix en fait. Ce serait une tablette parfaite pour des enfants. Parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de parents qui achètent des tablettes à leurs enfants et ben, ils veulent pas non plus dépenser trop, mais ils veulent quand même que la tablette dure un moment. Ben là, ça pourrait être une bonne alternative. 200 €, ça va encore. Elle devrait durer longtemps au niveau batterie. Si vous mettez une bonne coque dessus pour bien protéger la tablette, parce que les enfants vont la faire tomber, on le sait, ben, ça pourrait être un bon achat pour vous, pour justement avoir une tablette pour votre enfant. Ensuite, nous avons des news un petit peu plus hardware ici, avec notamment le fait que le Thunderbolt 5 a été révélé. Oui, enfin le Thunderbolt 5, parce que le 3, c'était le bon Thunderbolt, c'était celui en USB Type C, le premier. Puis on a eu le 4 qui était juste basiquement le 3, on va être honnête. Et maintenant le 5 apporte enfin des nouveautés. Nous avons déjà le chargement USB Type C jusqu'à 240 watts. Check. Nous avons une bande passante jusqu'à 120 gigabits. Check. Nous avons aussi le support du PCI Express 4.0 jusqu'à 64 gigabits apparemment. Donc ça c'est aussi check. Ça permet de faire du fois... techniquement il me semble que c'est pas loin du x4 en PCI Express 4.0. Bref, ça devrait aider au niveau des cartes graphiques externes. Vous pourrez du coup avoir plusieurs écrans 8K, un écran jusqu'à 540 Hz, 3 écrans 4K 144 Hz sur un seul câble. Donc ça c'est énorme. 2 fois plus de bandes passantes pour les SSD ainsi que les GPU externes. Donc ça permettrait d'avoir l'équivalent d'un x8 au niveau PCI Express 3.0, ce qui est pas mal en vrai. Après, ne mettez pas une 4090 là-dessus.
plus de bande passante et un seul câble, évidemment. Du coup, ça veut dire que vous pourriez aussi juste avoir un dock Thunderbolt 5, un seul câble vers votre ordi, ça le charge. Et on parle d'un ordi même gaming, hein, avec une carte graphique qui peut jouer à des jeux vidéo. Vous pourrez avoir un seul câble, vous avez votre dock, vous avez deux écrans branchés dessus, vous avez même un écran à du 1440p, 240 Hz si vous le voulez, et ça fonctionnerait, quoi. Il supporte aussi le DisplayPort 2.1 pour info, donc ça aussi, ça permet beaucoup de choses. Donc ouais, voilà à quoi ça ressemble. Et pour information, vous pouvez atteindre jusqu'à 120 gigabits à la seconde. Si toute la bande passante est envoyée dans un sens, mais normalement c'est 80 bidirectionnel. Donc c'est 2 fois plus que le Thunderbolt 4 bidirectionnel. Donc vous pouvez envoyer 80 dans un sens, 80 dans l'autre. Mais si vous voulez plus de bande passante pour certains cas, si vous avez plus d'écran, vous pouvez avoir un moment où ça passe 120 gigabits dans un seul sens, donc vers les écrans. Donc c'est pas réellement 120 en réalité. C'est pour ça que les GPU externes sont limités à 80. C'est ça qu'ils disent, 2 fois plus de bande passante pour les SSD et les GPU externes, parce que là, on passe de 40 à 80. Donc là, ça pourrait être mieux, on va être honnête. Mais bon, bref, ça devrait quand même être une bonne chose. Pour information, c'est aussi compatible USB 4.0. Donc, ça veut dire que vous pourrez brancher des accessoires USB 4.0. Et du coup, ça utilise toujours le port USB Type C, comme j'ai dit. Donc, pas mal de bonnes choses là-dessus. Et je rappelle que le Thunderbolt, pour information, est libre au niveau de l'accès maintenant. N'importe qui peut rajouter des ports Thunderbolt et sans payer un petit premium à Intel, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, nous avons la Microsoft Surface Laptop Studio 2 qui va être enfin update. Je ne sais pas ce que fait Microsoft au niveau de leur appareil. Genre, ils ont sorti les Surface tablettes qui étaient très bonnes, les Surface Pro, hein, très bonnes franchement. Et puis, elles sont un peu tombées dans l'oubli parce qu'ils n'ont pas fait vraiment de nouveautés à ce niveau-là. Et puis, ils ont sorti aussi le Surface Laptop Studio, qui était cet ordinateur de 14 pouces avec un écran que vous pouvez juste retourner, faire une tablette avec ou l'utiliser comme un ordinateur normal. Donc, c'était plutôt intéressant. Le seul problème, c'est que quand il était sorti, il était déjà obsolète au niveau spec. Il utilisait un vieux processeur 4 cœurs de l'ancienne génération. Mais là, enfin, visiblement, Microsoft semble être un peu plus update parce qu'ils utilisent un 13800H qui est un processeur beaucoup plus puissant que ce qu'on avait justement dans le premier Surface Laptop Studio. Et nous avons jusqu'à une RTX 4060. Donc là, c'est pas mal en fait, c'est vraiment pas mal. C'est toujours pas ce qu'il y a de plus récent parce qu'il va y avoir des nouveaux processeurs Intel qui arrivent bientôt, mais c'est pas mal selon moi. Après, ça aurait été encore mieux avec un processeur AMD, mais je dis rien. Du coup, 14,4 pouces, très haute densité de pixels, 120 Hz aussi l'écran, et vous aurez des options sans GPU interne avec une 4050 et une 4060. Vous aurez une version i7. Et par contre, je vous le dis directement, ça coûte la peau des fesses. 2249 € le modèle de base, 2729 avec la 4050 et la 4060 vous coûtera la modique somme de 3199 €. Yep, on va être honnête, il y a mieux pour moins cher. C'est vraiment pas. Microsoft regarde Apple, ils sont en mode hey, nous aussi on peut faire ça, les prix en tout cas. Bon, la qualité de construction et tout est similaire, je dirais. C'est très bien construit ces Surface Laptop. Mais, ouais, un tel prix, ça va vite limiter leur audience. Mais au moins maintenant les specs sont update, ma foi, et genre sont récentes, et c'est pas un truc vieux qui n'est pas intéressant. Parce que de toute façon, les nouveaux processeurs Intel qui arrivent sont juste un refresh des 13e génération, donc en fait, ce sera à peu près la même chose. Donc en gros, si vous êtes intéressé par ça, c'est peut-être le moment. Ensuite, on a une news au niveau de Starfield qui va enfin avoir le DLSS. Donc, des gens avaient rajouté le DLSS via un mod en réalité. Donc, c'est plutôt cool de voir que la communauté modding pouvait faire ça aussi rapidement dès la sortie du jeu. Mais du coup, forcément, les développeurs étaient en mode ok, bon, vous avez fait un mod, on va le faire officiellement aussi. Donc, maintenant, vous aurez DLSS qui va arriver de manière officielle directement justement dans Starfield. Par contre, on ne sait pas si ce sera DLSS 2 seulement ou DLSS 3 avec le support de frame génération. Ça, ils l'ont pas trop dit, donc à voir là-dessus. Ils ont aussi précisé, c'est un truc assez important, ils ont précisé aussi qu'ils vont offrir une meilleure calibration de l'HDR, parce que j'ai vu des vidéos sur l'HDR dans Starfield qui est mauvais, genre vraiment mauvais, genre le jeu n'a pas de couleur noire. Genre quand vous lancez le jeu, c'est toujours du gris foncé.
Et même avec un écran OLED qui est capable d'éteindre les pixels, quand vous êtes dans un endroit totalement sombre, c'est juste gris foncé. Donc il est très mauvais au niveau HDR. Les lumières, par exemple, si vous tirez avec votre fusil, ne sont pas lumineuses. Genre, il n'y a pas de pic de luminosité. Basiquement, le jeu est HDR, mais en fait, pas du tout. Ils ont fait vraiment un très mauvais travail à ce niveau-là. Donc, basiquement, si vous pensiez jouer en HDR sur Starfield, dites-le vous, c'est très mauvais pour le moment. Donc là, ils vont rajouter ce menu de calibration. On verra si ça aidera, mais yep, je ne suis pas totalement sûr. Bref. Il y a aussi, apparemment, vous pourrez contrôler la luminosité et le contraste. Vous aurez un slider de FOV. Il n'y avait pas ça de base. Okay. Et le support des écrans 32 neuvième pour la version PC. Donc, ma foi, ouais. Et un bouton pour manger de la nourriture. Ok. Ensuite, on a une news au niveau carte graphique avec le fait qu'une 7600 XT pourrait arriver, ce qui m'étonne assez bien, parce que selon un peu AMD, c'était pas forcément prévu. Mais il y avait clairement un trou dans le marché. De toute façon, si vous regardez, la 7600 est vendue moins de 300 euros, la 7700 est vendue genre 480 euros. Il y a un trou. Il y a clairement un trou à 300, un petit 400 euros, quoi. Donc là, on pourra voir arriver une RX 7700 XT avec 10 Go ou 12 Go de mémoire selon ce qu'a rempli Power Color auprès du Eurasian Economic Commission. Donc c'est basiquement des papiers officiels pour annoncer l'arrivée de nouveaux produits. Donc ça ne veut pas forcément dire que ça arrive, parce que des fois, ils pré-shotent, ils remplissent pour plus que ce que ça va sortir. Mais ça indique quand même qu'il y a quelque chose de prévu. Du coup, oui, peut-être une version 10 Go qui coûterait moins cher, puis une version 12 Go qui se mettra un peu plus de 400 euros pour concurrencer la 4060 Ti, éventuellement. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, parce qu'on l'a vu, les 7700 XT et 7800 XT sont bonnes pour le prix, mais ne sont pas révolutionnaires. Donc là, si on suit la même logique, à mon avis, cette 7600 XT, je la vois bien arriver au niveau de performance d'une 6700 XT ou d'une 6750 XT. Idéalement, elle devrait juste concurrencer la 4060 Ti 8 Go, en fait. Et puis ce serait bon, quoi. Donc pas de révolution, mais au moins une meilleure offre pour le prix, je suppose, et une carte plus efficace au niveau énergétique. On verra bien. Et enfin, dernière news, nous avons la date de sortie potentielle des Intel de 14e génération, donc les 14000 ED, et ce serait le 17 octobre. Donc on verra arriver les 14900K, 14700K, 14600K, et les versions KF aussi équivalentes. Et du coup, niveau nouveauté, on va être honnête, c'est juste un refresh de la 13e génération. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés, au point même que ces processeurs seront compatibles avec les cartes mères LGA 1700. Ça me fait beaucoup penser à la 11e génération, pour ceux qui se souviennent, où elle est sortie très peu de temps avant la 12e génération, un peu en mode « Hey, on avait ça dans les cartons, donc on l'a quand même sorti, mais en fait ça sert à rien, parce qu'on va déjà sortir des nouveaux processeurs très prochainement. » Ils avaient fait ça à une époque. En réalité, ils l'ont fait plusieurs fois par le passé, où ils sortent des nouveaux processeurs, et puis juste très peu de temps après, ils sortent une toute nouvelle architecture, et du coup, tu es en mode à quoi ça servait de sortir ça? Là, pour ceux qui se demandent à quoi ça sert de sortir ça, c'est juste pour peut-être certainement contrecarrer en partie les processeurs X3D d'AMD, offrir quelque chose qui est un peu plus performant pour rattraper en tout cas la différence et donner l'impression que ils sont toujours au top. Et puis juste avoir quelque chose pour cette année-ci, parce que en général Intel sort quelque chose le plus souvent possible. Donc s'ils peuvent sortir quelque chose, même si c'est juste un petit refresh, c'est toujours ça. Les investisseurs sont contents, tout le monde est content, c'est un nouveau produit. Il y a des gens qui, de toute façon, même s'ils ont un 13900K, vont acheter un 14900K et Intel se fait de l'argent derrière. Les constructeurs de cartes mères aussi sont contents et tout le monde est content. Mais bon, pour moi, je vois pas trop l'intérêt. Honnêtement, je pense que ça aurait été juste plus intéressant si Intel se concentrait sur ce qui arrive après, la nouvelle architecture, qui devra aussi changer le nom de ses corps Intel. Je vous rappelle, on va avoir des versions Ultra. Donc voilà. Mais bon, bref, dans tous les cas, ça arrivera le 17 octobre visiblement et on verra ce que ça donnera à ce moment-là. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour de prochaines vidéos et je vous dis ciao ciao.